la violence en politique ne mène à rien, n'est pas une solution. Naturellement, c'est une agression qui est inacceptable. Je pense que chacun ne peut accepter le fait qu'on puisse agresser une parlementaire parce qu'elle est parlementaire. Ils sont inadmissibles, il n'est pas question de les laisser passer. Il faut être très attentif à pouvoir respecter les élus de la République parce que, comme le disait le président de la République, Emmanuel Macron, hier, lorsqu'on s'attaque aux élus de la République, on s'attaque en réalité à la République. La médiasphère, donc, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Indignation de la classe politique après l'agression de Lauriane Rossi, députée REM. Encore une agression d'un politique, devrais-je dire. Le quinquennat de Macron débute-t-il dans un climat de violence politique? L'image de ces députés novices porte-t-il préjudice à eux, mais est-ce que ça porte aussi préjudice finalement à la politique? On se pose cette question, on décrypte, on débat avec mes invités en plateau. Thomas Guénolé, politologue, spécialiste des sciences politiques, et vous êtes l'auteur de Petit guide du mensonge en politique chez Fayard. Stéphane Attal, expert en communication et politique, vous êtes l'auteur d'Influencer, c'est la communication d'aujourd'hui, paru chez Maxima. Gilles Wacky, célèbre artiste et plasticien, ancien grand reporter à Paris Match et au Parisien. Anne-Claire Ruel, professeure de communication à l'Université Paris 13. Merci à tous les quatre d'être là. Je le disais, donc on rappelle cette agression. Laurence Rossi qui reçoit donc un violent coup de poing dans la tempe. C'était dimanche matin au marché de Bagneux. Alors au début, ils se sont parlé, ces deux personnes, avant que finalement elles ne lui répondent. Il l'a donc frappé, il s'est enfui, il a été maîtrisé par des passants puis arrêté. La députée porte plainte. On regarde son tweet. Aucun désaccord politique ne peut justifier la violence. Qui plus est contre les élus de la République et les femmes, bien sûr. Thomas Guénolé, les politiques ciblés clairement par la violence en ce moment? Alors, sur le cas d'espèce, déjà, ce serait une erreur, à mon avis, de considérer qu'on a affaire à un simple fait divers. Pourquoi ? Parce qu'il y a un motif qui est explicitement revendiqué par l'agresseur, qui est qu'il estime que les députés La République En Marche seraient excessivement des godillots, et deux, qui estime que les médias seraient excessivement pro-Macron. Et donc, on a un mobile politique dans le fait de décider de frapper une députée. On va revenir en effet sur ce mobile. Donc, il faut être clair, c'est un acte de violence politique. Mais ça répond à un climat ambiant quand même, on est d'accord? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que je voudrais mettre en garde sur la surinterprétation qui avait déjà eu lieu pour une affaire précédente, qui est lorsque Manuel Valls s'était pris une gifle par un adolescent ou quasiment, et on avait fait tout un anarchiste breton. Voilà, on avait fait, et on avait un jeune militant anarchiste breton, et on en avait fait tout un trip sur la violence de la jeunesse d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, d'un côté, il ne faut pas surinterpréter les faits et en faire un emblème de quelque chose de vraiment massif et colossal dans la population. Et en même temps, en revanche, ce qui est quand même symptomatique de quelque chose, ce sont les motifs invoqués, c'est-à-dire que les motifs invoqués correspondent à un ressenti de millions de gens, que les députés LREM seraient trop godillots ou que les médias seraient trop pro-Macron. Il y a des millions de gens qui pensent ça dans ce pays, mais qui pour autant n'en viennent pas à la violence. C'est-à-dire que l'acte est parfaitement marginal. Les motifs, en revanche, correspondent à quelque chose qui est présent dans la population. Mais il ne faut pas confondre les deux. Stéphane Attal, vous êtes d'accord? Il y a quand même un climat de violence qui s'explique peut-être par quelque chose. Je suis rarement d'accord avec Thomas sur ce plateau, mais là, je vais quand même le rejoindre sur beaucoup de choses. Le seul point, c'est qu'on est plutôt dans une tendance, dans une vague de fond, qui fait que si à un moment donné, on a dit que la parole était libre, et que le peuple avait à nouveau la parole, notamment grâce aux réseaux sociaux, eh bien désormais le peuple se permet des actes de violence qui sont gratuites, qui ne sont pas normales, tout simplement. Et je me demande si on n'est pas en fait en train de voir la conséquence de la liberté de parole que le peuple a eue pendant des années depuis l'émergence des réseaux sociaux et de la liberté de parole que se permettent certains députés à l'Assemblée nationale, emmenés par quelqu'un qui n'a comme seul fonds de commerce que la violence verbale, et que ça libère des pulsions chez des gens qui peuvent conduire à des actes aussi inadmissibles que celui-ci. Gilles Wacky, vous êtes d'accord? Il y a quand même une différence à un moment avec peut-être sur le respect, peut-être aussi tout simplement des hommes politiques. L'artiste va vous dire que on vit une époque de violence, on vit une époque de bousculade. Donc remettons les choses à leur place. Le journaliste est un peu plus intrigué. Pourquoi? Parce que nous voilà devant une claque, un coup de poing, quelque chose de violent, je ne cautionne pas l'acte. Et d'un seul coup, c'est une femme. D'un seul coup, c'est un député. Et toute la classe politique, nous, ici, on vient parler de cet acte en disant c'est honteux, c'est monstrueux.
Sarah Cohen s'est fait défenestrer, morte par quelqu'un dont la violence était terrible. Halimi. Sarah Halimi. Oui, Sarah Halimi. On n'a rien dit. Silence assourdissant. Tous les jours dans le métro, les femmes se font bousculer. Tous les jours. Le 15 avril, une femme s'est fait bousculer dans le métro. Elle est tombée de l'escalier. Elle est morte. Aujourd'hui, bien sûr qu'il ne faut pas frapper une députée, mais les députés entre eux se battent. Les députés entre eux se font des duels. Gaston Defferre a provoqué un duel à un autre député. Ils se sont battus sur le pré. Bon, donc aujourd'hui, revenons à une raison. Bien sûr qu'on est au mois d'août. Bien sûr qu'il n'y a pas d'importance dans l'actualité. Bien sûr qu'il faut en parler. Mais à ce point, cette levée de parlementaires, de députés, de ministres, de présidents, oula, on a frappé quelqu'un, ils sont quand même obligés de le faire, on est d'accord. Si ils ne le faisaient pas, on leur reprocherait quand même. Ils sont obligés d'intervenir et de s'indigner. Il faut savoir raison garder. Bien sûr qu'il faut en parler, vous avez raison d'en parler, vous avez raison d'en débattre. Mais il faut peut-être après aller plus loin. C'est là qu'on va aller peut-être plus loin, c'est sur les causes finalement de cette conséquence. Non, puis il y a une chose quand même flagrante, c'est-à-dire que certes il y a eu toujours de la violence, c'est serpent de mer, ça revient à la nuance près que il y a violence et violence. Il y a une forme de dérision par exemple avec l'entartrage. Oui, voilà, on est là, on est passé de la violence verbale à la violence physique. On va sûrement voir ces images, mais pendant la campagne présidentielle, je veux dire, alors entre donc les Femen qui attaquent quand même assez physiquement, elles sont présentes, elles attaquent physiquement, la gifle de Manuel Valls, les œufs lancés sur Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Mais c'est vrai que c'est récurrent, c'est-à-dire qu'en 2002, par exemple, vous aviez quand même Delanoë qui a été poignardé au sein même de la mairie de Paris. Vous aviez Maxime Brunery qui avait essayé d'attaquer aussi Jacques Chirac le 14 juillet. Donc vous avez quand même comme ça des phénomènes de résurgence, comme par hasard à des moments où c'est effectivement assez tendu. 2002, c'était quand même calme dans l'actu. 2002, c'était quand même assez, c'était quand même une ambiance. La France, c'est le pays des régicides quand même. Donc, c'est vrai. Oui, pardon. Non, voilà. Je ne dois surtout pas me mettre à couper la parole à une femme parce que c'est un truc que les mecs font beaucoup. Attention. Non, mais on le fait beaucoup, c'est vrai. Donc j'essaie de faire attention à ça. Dans le prolongement de ce qui a déjà été dit, je voudrais simplement non seulement dire que le phénomène n'est pas nouveau, mais même que la violence politique est en baisse en France. Elle est en baisse. Donc il y a cette tentation de dire, d'avoir une espèce de catastrophisme, de se dire « Oh, regardez, la violence flambe en politique, c'est une catastrophe, tout fout le camp, ma bonne dame, etc. » C'est faux. C'est faux. La violence politique est en baisse dans ce pays. Je voudrais simplement rappeler quelques éléments du bon vieux temps des années 60 et 70. Donc à l'époque, vous aviez des groupuscules politiques très sympathiques qui aimaient beaucoup le dialogue apaisé, comme le GUD, Occident, la cause du peuple, la gauche prolétarienne. Action française. De grands intellectuels connus et reconnus comme Jean-Paul Sartre pouvaient justifier l'utilisation des attentats. Et si vous revenez encore plus en avant dans le temps, vous avez des députés qui pouvaient se battre en duel. Et vous aviez même, par exemple, des présidents qui, au début du XXe siècle et même auparavant à la fin du XIXe, ont été purement et simplement assassinés. Et sans même revenir à l'époque des attentats, même pas des attentats d'importation, si vous voulez, de causes idéologiques venant d'autres territoires, mais des attentats made in France, si vous me passez l'expression, qui étaient des attentats anarchistes de la fin du XIXe. Et donc, il y avait des bombes qui pétaient très régulièrement. Et donc, l'idée qu'on a une tentation de toujours dire que la situation est plus grave et que la situation est nouvelle. J'affirme juste je termine là-dessus, de dire 1, la violence en politique, ça n'est absolument pas nouveau. Et 2, la violence en politique, c'est en baisse par rapport aux années 60 et par rapport à la période mai 68, années 70 en particulier. Le niveau qu'on atteint là, il est comparativement ridicule. On est passé des bastons à coups de barre de fer au G2. Je voudrais qu'on relativise. Voilà. Merci. À une nuance près tout de même, c'est qu'on avait un Parlement qui était extrêmement masculin. C'était quand même très testostéroné cette histoire. Là, ce qui arrive, en fait, c'est quand même, on frappe une femme, je veux dire. Et ça fait référence à NKM, bien sûr, on parle de cette agression. NKM a agressé sur un marché, il a été requis contre l'agresseur 4 mois de prison avec sursis, 1 500 € d'amende, le jugement est rendu en septembre. Et juste une chose, on a du mal à justement intégrer des femmes en politique. On voit justement, on a été obligé de mettre des lois de sanctions pour pouvoir faire en sorte que les femmes s'investissent. Là, on peut aussi estimer que peut-être qu'elles vont aussi prendre le retrait par rapport à ça. Parce que si vous êtes harcelé physiquement... Moi, je pense que ce n'est pas le problème. Pardon, Anne-Claire, mais que femme ou homme, on parle de la violence. Voilà, on ne doit pas faire de différence en même temps. C'était un coup de poing dans la tête d'un député homme. On est ici
pour parler d'image et pour parler de communication. Non, mais c'est un homme qui frappe une femme aussi. Il y a ça peut-être. Ça peut être une femme aussi face à une femme. On est quand même face à un homme qui frappe une femme. Notre sujet aujourd'hui n'est pas qu'un homme a frappé une femme. Oui. C'est qu'il y a une violence contre un représentant de la République et qu'on en fait des médias et des gorges chaudes depuis que c'est arrivé. Donc on est devant quelle situation ? On est devant une situation de vide de communication. Et donc il faut remplir les cases. Et il y a un certain nombre de nouveaux députés qui sont totalement inconnus, qui sont à Paris, qui sont présents, qu'on invite sur les plateaux et qui ont donc là l'occasion de se faire une image et de se faire une institutionnalisation qu'ils n'ont pas eue ni en se faisant élire, puisqu'ils ont été élus dans une vague, comme on dit, ni aujourd'hui sur les marchés. La preuve, ils ne sont pas respectés. On est plutôt là devant le constat d'un manque de respect total pour la chose politique. Alors justement, tout à l'heure, vous en parliez, vous disiez ça, que cette liberté peut-être de parole aussi sur les réseaux sociaux, liberté de parole chez les députés, on comprend bien qu'il y a quand même une certaine pagaille en effet à l'Assemblée. Alors cette violence, elle est justifiée par Claude Coasguen. Vous allez voir comment, écoutez. République En Marche a fait campagne contre les élus. Je partage tout à fait vraiment les critiques qui ont été faites sur la violence à Mme Rossi comme à Mme Kosciusko-Morizet. C'est insupportable. Mais quand on essaye de comprendre, on se dit, bon, on n'est pas sur le chemin qui permet aux élus d'avoir une meilleure image. On est sur un chemin qui continue. Toute la campagne électorale s'est faite là-dessus. L'élu, le parlementaire était... Moi, j'ai bien vu le débat cette semaine, quoi. On était tous... nauséabonds, on dit certains députés. L'IRFM, c'était de l'escroquerie. La réserve parlementaire, c'était du clientélisme. Vous savez, au bout d'un moment, quand vous entendez ça toute la journée à la télévision et que vous avez l'esprit un peu fragile, vous aboutissez à des crises de nerfs, quoi. Quand on a un peu l'esprit fragile et qu'on entend tout ça, on pouvait aboutir à des crises de nerfs. Voilà comment il le justifie, Claude Coasguen. Donc finalement, c'est la faute aux députés aussi ? Moi, je serais à sa place, j'en ferais pas tant que ça. Vu qu'il est quand même passé tout près de l'échafaud, pour rester sur des expressions un petit peu violentes, il ferait mieux de dire merci et de se calmer. Là encore, il est dans la gestion de son image. Il occupe le terrain. On a une responsabilité quand même du côté des médias, puisqu'on cherche des invités pour occuper les fauteuils vides. Donc on trouve des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le pouvoir politique, qui vont profiter de cet événement, qui reste un événement dramatique, il n'y a même pas de débat sur la question, pour pouvoir gérer leur propre image et exister en communication. Le problème de l'existence en communication, c'est qu'aujourd'hui, il passe plus par l'image que par le fond. Et là, on est devant un problème. Mais justement, cette dégradation un peu de l'image des députés, notamment avec ce climat de défiance et l'obligation pour eux de faire cette loi pour retrouver confiance en l'homme politique, ça peut expliquer ça aussi, les violences. Les gens c'est tous pourris de toute façon et voilà. Non, c'est pas tous pourris. D'abord, il faut que je défende un peu mon maire, mais Claude Coasguen a tort et raison. Il est obligé de faire une défense, j'allais dire, de la maison, de sa maison. Ce sont des députés, ils sont entre eux. C'est une caste. Nous-mêmes, quand on parle des journalistes, on a tendance à vouloir nous protéger. On va dire ça au minimum. En ce qui concerne les députés qui prennent une loi pour moraliser, mais ça me fait suffoquer. Pour redorer l'image du politique, quand même. C'est un peu ça, là, l'idée. Et pourquoi on ne ferait pas une loi pour moraliser les coiffeurs et les artistes et les journalistes ? Oui, mais ils sont payés par les deniers publics. C'est pour ça aussi, derrière. Les chauffeurs d'autobus. Les chauffeurs d'autobus, on va faire une loi pour moraliser. Écoutez, trop de lois tue la loi. C'est comme un effet ressort. Vous appuyez sur le ressort, vous poussez, et bouf, ça remonte. Aujourd'hui, je ne sais plus qui a dit ça un jour, si on laissait les Français, si on lâchait un peu la jambe des Français. On est en train de nous faire le coup de le pain et les jeux. On est en train de nous amener sur des chemins. Vous vous rendez compte, on est en train de parler, nous, tous ici, vos intelligences, une grande chaîne de télévision d'information, on est en train de parler d'une loi sur la morale des députés, alors qu'ils sont élus par nous, et c'est nous qui choisissons. Donc c'est à nous de ne pas élire les gens dont la morale n'est pas bonne. Ah oui, alors ça c'est quand même compliqué, parce que si on était dans l'esprit de chacun et de voir si quelqu'un est tout blanc ou tout noir... On cherche toujours à la contourner. Et qu'il y a un moment donné où il doit y avoir un espace de liberté. On est dans cette monarchie républicaine qui fait qu'il y a des privilèges. Donc, je veux dire, sous l'Ancien Régime, il y avait des privilèges. Eh bien, sous la Ve République, il y a aussi des privilèges. Il faut aussi savoir que ces gens-là sont élus, ils vont se faire élire,
bon, ils ont des privilèges, ils ne font pas que les utiliser à titre personnel. Oui, mais quand ils en usent et abusent, parce que finalement, ça a été un petit peu ça, on l'a vu dans les dernières affaires, il y avait quand même cette nécessité d'encadrer, notamment sur la réserve parlementaire, par exemple, parce que si c'est pour employer des gens de sa famille, ou par exemple les emplois familiaux, et c'est dans un emploi... Non, alors, la réserve parlementaire, c'est donner l'argent, mais si pour donner l'argent à quelqu'un qu'on embauche, qui en plus est de sa famille, et qui en fait un emploi fictif, on s'est retrouvé ça. La réserve parlementaire, c'est une survivance... L'argent, elle a été payée avec l'argent de la réserve parlementaire. La réserve voilà, donc il y avait une nécessité. C'est pour ça, donc il y avait une nécessité dans cette loi. Votre question initiale, je crois, c'était sur le lien éventuel entre violence politique et antiparlementarisme, ambiance antiparlementaire. Il y a en tout cas, c'est comme ça qu'il le justifie. Critique envers les députés, les sénateurs, etc. Et d'abord, je voudrais faire remarquer que quand Claude Goasguen condamne la violence en politique, lui-même, c'est un ancien d'Occident qui avait une tendance marquée à l'utilisation de la barre de fer. Je parle d'Occident, je ne parle pas de M. Goasguen en particulier, bien sûr, à l'époque, dans les années 60. Donc c'est paradoxal, mais il a le droit d'évoluer, c'est son droit. Ensuite, j'insiste sur le fait que tous ces phénomènes qu'on décrit ne peuvent pas être la source de phénomènes nouveaux, puisque même ne sont pas des phénomènes nouveaux. Par exemple, les débats au Parlement seraient trop violents à l'heure actuelle, mais j'ai envie de dire, pardon, mais bande de chochottes. Excusez-moi, mais je vais vous ressortir les archives des débats parlementaires de la Troisième République. C'est comparativement, ce qui s'envoie à la tronche en termes d'attaques personnelles, en termes d'insultes, en termes de chaos, etc. Attendez, ils en venaient aux mains. Et alors, on ne le voyait pas, mais à l'époque, on lisait beaucoup plus les journaux. Et sur la dégradation de l'image des députés, vous savez, ça me rappelle toutes ces ouvertures de JT où on commence sur dégradation de la situation au Proche-Orient. Et en fait, si j'ai bien compris, ça se dégrade tout le temps. Et donc, on se demande, ça ne tient pas, en fait. La même rengaine, c'est ça que vous dites. Et ce que je veux dire par là, c'est que la dégradation de l'image des députés, non. Ça fait plus d'un siècle que l'image des parlementaires a toujours été tous pourris, que ce soit l'affaire des décorations, c'était il y a plus d'un siècle, que ce soit le scandale de Panama, tous pourris, que ce soit l'affaire Stavisky, etc. Et le tous pourri est omniprésent dans les années 80, c'est même l'objet d'un slogan. Oui, c'est une rengaine qu'on entend, et c'est un peu comme le chômage et les jeunes. Si vous voulez, il y a 30 ans, on entendait les politiques aussi lutter contre le chômage et les jeunes. J'insiste là-dessus. Ça reste toujours les mêmes rengaines. Fondamentalement, ça n'est pas nouveau. Non seulement ça n'est pas nouveau, mais en plus, la violence politique qui peut résulter d'un climat d'antiparlementarisme, excusez-moi, on n'est quand même pas au niveau de la tentative de coup d'État du début des années 30. Mais peut-être que ce qui est nouveau, finalement, c'est qu'on a justement des députés qui ne sont pas des personnalités politiques aguerries. C'est peut-être ça aussi, vous parlez de chochotte, mais finalement, c'est peut-être ça aujourd'hui la nouveauté. Oui, mais moi, je vois ça sous un angle de la com. Je ne vois pas ça sous l'angle du fond politique, je vois ça sous l'angle de l'opportunisme de communication qui fait que sur une affaire de faits divers, dramatique encore une fois, eh bien on s'engouffre dans les cases vides pour pouvoir aller s'exprimer, pour pouvoir exister. C'est là où moi je trouve qu'il y a une limite, c'est que toute cette bande de nouveaux députés vont chercher pendant plusieurs semaines et plusieurs mois à exister médiatiquement au lieu d'exister politiquement. Je voudrais qu'on écoute justement la réaction de François de Rugy, président de l'Assemblée. Tous les arguments peuvent être échangés, notamment dans l'hémicycle où il y a une liberté de parole totale et c'est normal. Rien ne justifie qu'on dérive vers une forme de violence verbale, d'agressivité verbale qui ensuite, parfois, se transforme en violence physique, en agressivité physique parce que des personnes, sans doute un peu faibles d'esprit ou beaucoup plus virulentes, transforment cette violence verbale en violence physique. Tout le monde, je crois que c'est la responsabilité de tout le monde, de tous les élus, de tous les militants politiques, de condamner cela avec la plus grande fermeté. Alors, est-ce qu'ils sont si violents, si virulents ? Justement, on va les écouter, les députés de l'opposition. Vous menez ces débats d'une façon incompréhensible. Force est de constater que depuis quelques minutes, nous ne savons pas les uns les autres si l'amendement est voté ou pas. La phase d'apprentissage, ça va bien. Ici, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, on fabrique la loi. Madame la Présidente, il faut que cette Assemblée puisse avoir pleinement confiance au vote. Manifestement, ça n'est pas le cas. Vraiment, ça devient pénible. Ça devient pénible. Ça flotte et le débat n'avance pas. Il y a une confusion qui, à mon avis, est une confusion entretenue. D'abord, moi, je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente, parce que je sais à quel point c'est difficile de mener des débats dans cet hémicycle. Et je sais à quel point vous le faites correctement. Pardon. Anne-Claire Ruel, c'est si violent que ça, alors, comme le dit François de Rugy ?
Non, c'est pas si violent, effectivement, si on regarde l'histoire entièrement. Et alors, je vais revenir quand même... Mais c'est qu'on est face à des gens qui sont pas habitués à ça, quoi, finalement. C'est peut-être ça aussi. Ils sont pas très habitués, effectivement. Ils jouent là-dessus. Il y a 5 semaines, pour l'instant, ils ont dû faire fast un peu et apprendre extrêmement vite. Moi, je reviens quand même à une thématique, parce qu'on a, effectivement, c'est pas quelque chose de genré, mais tout de même, si on s'intéresse à une étude de l'Union interparlementaire, on voit que les femmes sont de plus en plus quand même agressées, notamment d'un point de vue évidemment politique, quoi. Les menaces de mort se généralisent. Je ne crois pas que ce soit anodin qu'on frappe une femme, je suis désolée. C'est-à-dire que, certes, voilà, c'est l'antiparlementarisme et c'est de la violence et de la violence au niveau politique, mais... C'est pas le débat démocratique, là. Le débat démocratique, en effet, c'est le débat dans la rue, c'est pas de frapper. Et si on veut que des femmes, justement, prennent le pouvoir et des responsabilités, il faut aussi... voilà, ça se joue de quoi qu'il arrive, quoi, à ce niveau-là. Oui, c'est ça qui est gênant, en fait. C'est que ça soit un homme qui frappe une femme. Ça, c'est un... Non, mais vous avez raison. Ça, oui, c'est un fait important. Idem pour Nathalie Kosciusko-Morizet, oui, exactement. c'était quand même la même chose. Ça, c'est intéressant. Mais le fait qu'elle reçoive une claque en pleine rue, la violence, elle est bien plus grave ailleurs. Et c'est pas parce qu'elle est élue députée... Oui, la politique cristallise, ça on le sait. La politique cristallise depuis toujours. Voilà, on le dit, de toute façon, c'est dans les débats. Dans le cas de NKM, on peut aussi constater, encore une fois, sous l'angle de la communication, l'attitude de son adversaire. Magnifique. Qui a fini par gagner à très très peu de voix d'ailleurs la législative. Il a été d'un respect formidable. Il a interrompu. Oui, mais il est obligé. Il a communiqué là-dessus. C'est un communicant. C'était plutôt s'il faisait pas ça, il n'était pas élu. Il a été et moi je me souviens l'avoir vu sur un plateau alors qu'il n'était pas encore élu. Et il était franchement assez touchant. On sentait une forme de sincérité sur l'enjeu. C'était son élection, mais c'était aussi la santé d'NKM. Il a réussi à utiliser cet enjeu. Ouais, c'était intéressant. Parlant de violence dans l'Assemblée, est-ce que la France insoumise sont des députés violents ? Clairement. Ils ont frappé quelqu'un ? Je ne comprends pas la question. Dans l'Assemblée, la violence verbale, est-ce qu'ils agressent ? Est-ce qu'ils sont en même temps, ils sont dans leur rôle de l'opposition, non, c'est juste que on n'en attendait pas moins que... Je ne comprends pas, ne serait-ce que cette hypothèse, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de cas où les députés de la France insoumise auraient insulté quelqu'un, il n'y a pas de cas où ils auraient frappé quelqu'un, ils sont dans le débat argumenté... dans la véhémence du débat, dans la télévision alors. Mais attendez, on regarde pas la télévision. Non mais attendez, à un moment donné... Ils n'ont insulté personne. À un moment donné, il faut, le débat politique est un conflit verbal qui ne se déroule pas dans un univers de tasse de thé. Et donc, à un moment donné, il faut accepter qu'il y a une confrontation qui doit rester, bien entendu, argument contre argument. Mais si on admet ce préalable, moi, je suis désolé, le débat tel qu'il est conduit du côté des députés de la France insoumise reste un débat qui reste sur le domaine de l'argumentation. Et d'ailleurs, pour l'essentiel, du côté d'LRM aussi. Et donc, c'est certes quelque chose de pugnace, mais pardon, les désaccords politiques dans ce pays sont profonds et donc justifient qu'on ait des débats de ce niveau-là. Georges Marchais a été à Giscard d'Estaing. C'est-à-dire son trublion, celui qui va être idée fixe, celui qui va mordre les fesses des Romains. Voilà, c'est clair, il a pris ce rôle-là avec son équipe et évidemment qu'il n'y a pas d'insulte, ils sont très intelligents et eux sont aguerris. Ce sera un coup de com', comme lever le code du travail, venir avec le panier avec 5 euros pour montrer ce qu'on achète. C'est de l'existence médiatique à défaut d'existence politique. C'est juste une remarque là-dessus, parce que quand vous dites le fait qu'ils amènent des courses qui correspondent à 5 euros de budget, ou le fait qu'ils viennent avec le code du travail, etc., en fait, c'est une tradition qui remonte à longtemps, là aussi, mais ça s'appelle l'agite-prop. L'agite-prop, c'est par exemple quand Greenpeace survole en ULM une centrale nucléaire, pour démontrer que, contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a pas de bonne sécurité. Vous faites un acte spectaculaire au travers duquel vous rendez inévitable qu'on entende votre message. C'est une technique qui vient de la gauche radicale historiquement, mais qui a été progressivement utilisée par toutes des pans de plus en plus larges de la gauche. Il y a même une partie de la droite, par exemple la Manif pour tous, qui s'y est mise aussi avec les mouvements des veilleurs ou des choses comme ça. Ça s'appelle l'agite-prop, c'est une méthode de com en réalité. Ils agitent justement, on va les écouter, la France insoumise. On est un groupe qui sommes déterminés. Alors peut-être que cela peut paraître violent pour d'autres, mais non, nous sommes un groupe qui sommes déterminés, qui défendons nos idées et qui ne nous laissons pas marcher sur les pieds. Je vous le dis très clairement, on cherche à les déstabiliser, on cherche à déstabiliser cette majorité qu'on a en face de nous, qui nous semble pas être le reflet d'une majorité politique dans le pays. Et si nous arrivons à les déstabiliser, nous en serons satisfaits. Quand je dis déstabiliser, ça ne veut pas dire personnellement, ça veut dire faire émerger des gens qui tout d'un coup pourraient voter d'autres choses.
déstabiliser pour les faire peut-être douter, en fait. C'est ça l'objectif de la France Insoumise, c'est une bonne gestion médiatique, c'est-à-dire qu'à un moment, Mélenchon disait toujours qu'il faisait du catch avec les médias au sens un peu de Roland Barthes, c'est-à-dire que voilà, ou même du judo parfois, on le disait. Il utilise les médias à son propre profit. On l'a vu pendant la campagne, il a monté sa propre chaîne qui a bien fonctionné d'ailleurs. Il a très bien compris la puissance évocatrice des mots aussi, et finalement, en fait, ce qu'on prend pour une forme de violence, finalement, ça paraît quand même plutôt assez authentique, et ça fait opposition à une forme de langue de bois aussi. Quand on voit qu'on ne veut pas utiliser le terme nationalisation, par exemple, dans la bouche d'un Bruno Le Maire, voilà, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tout le monde joue avec ces histoires de mots et surtout ne pas les utiliser ou alors au contraire surenchérir, mais parce qu'on est dans une logique médiatique qui fait que chacun essaie de tirer la couverture à soi. Jusqu'au jour où ils seront rattrapés par les affaires, on a vu passer ce week-end quelques... Faites gaffe, on va encore nous retirer l'émission du site web. Faites gaffe un peu. Mais c'est justement pour faire un peu plus d'audience que d'habitude. Parce que... Oui, c'est vrai, ceci dit, ça marche bien sur YouTube. Mais on a quand même vu passer des papiers ce week-end qui montrent que Corbière n'est pas complètement blanc-bleu sur le plan administratif. Alors, on va dire. Voilà. Mon vis-à-vis par le conditionnel, bien sûr, et sous réserve des réglementations en matière de présomption d'innocence. Je dis ça parce que sinon, on va retirer l'émission de... Exactement, suite au prochain épisode. Pourquoi tu ne veux pas faire d'audience? Non, mais je voudrais juste préciser quelque chose sur la stratégie du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée. Je suis d'accord avec ce que disait Anne-Claire à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une stratégie de leur côté, une stratégie de communication, certes, on a parlé tout à l'heure de l'agit-prop, une stratégie de chercher à argumenter au maximum pour faire douter des députés LREM, parce que ce sont des novices, et donc peut-être qu'ils sont susceptibles pour une partie d'entre eux de changer d'avis et de changer de vote. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais je dirais que plus largement, on est dans une stratégie de dédiabolisation. Je m'explique. Il y a un problème d'image de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, Attaro a raison, c'est un autre sujet, sur l'idée que ce soit des gens qui soient dans la conflictualité et dans l'agressivité. Or, qu'est-ce qu'on observe, de la part des députés de la France Insoumise depuis le début? Ils sont dans une démarche d'argumentation, ils sont dans une démarche de débat, ils ne font pas de guérilla d'obstruction parlementaire, et ils sont au contraire dans une attitude systématique d'ouverture à l'échange d'idées et de dire « je ne vous attaque pas personnellement, mais je pense que » ce genre de formulation qui leur est inhabituel, et je pense que ça, c'est renoué avec le meilleur de la campagne présidentielle de premier tour, qui était de garder l'intransigeance sur le fond, mais d'être beaucoup plus sympa, si vous me passez l'expression, sur la forme, et ça, c'est un facteur d'élargissement de leur audience. Et donc, je pense que c'est une stratégie intentionnelle d'auto-dédiabolisation, si vous me passez l'expression. Vous savez quoi ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Complètement d'accord. Et puis, vous savez quoi ? Finalement, ça sert aussi à Emmanuel Macron, d'une certaine façon, parce qu'il a besoin d'avoir une opposition. On lui a suffisamment reproché de ne pas avoir d'opposition, parce que finalement, ça sert un peu tout le monde, les deux camps. C'est-à-dire que la France Insoumise, qui est très minoritaire au sein de cette Assemblée, existe comme ça médiatiquement. Et puis Emmanuel Macron a comme ça un semblant d'opposition. C'est vrai que devant le vide programmatique de la droite parlementaire, ils occupent là aussi une place. On peut dire que c'est l'opposition. C'est l'opposition. La seule, en tout cas, qui est claire et nette. Leur outil, c'est la télé. Oui. C'est les médias. Les médias, ils l'utilisent comme un moyen de communication. Pardon ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai l'impression que c'est plus les réseaux sociaux que la télé. D'autant plus que, et c'est un scandale, France 3 supprime une institution qui est la rediffusion des séances de questions au gouvernement. Parce qu'il utilise les médias alternatifs aussi. Ça a été toujours ça, la France Insoumise. Comme un peu le Front National qui a toujours utilisé un peu les médias alternatifs. Ils ont été très précurseurs en communication politique en France, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé effectivement donc, les réseaux sociaux de façon extrêmement sophistiquée, un petit peu sur le modèle de Barack Obama. Ou Bernie Sanders. Ou Bernie Sanders. Ouais. Oui, enfin, sur le fond. Mais en réalité, Barack Obama était quand même celui qui... C'est plutôt Obama c'est plutôt Macron qui copie Obama, je crois. Alors que Mélenchon... Oui, je parle des outils aussi. Alors que Mélenchon copie plutôt Sanders sur les techniques utilisées. Je crois. D'accord. Joli mot, communication politique. Vous vous rendez compte ? Quel joli mot. Je voudrais qu'on revienne sur les députés Godillot, puisque l'agresseur donc a dit vous êtes des députés REM, vous êtes des députés Godillot. Cette image qu'on a montrée dernièrement, notamment pendant ce débat sur le projet de loi à la moralisation, toutes ces séquences de cafouillage, de couac, la présidente qui ne sait pas où elle va, un tel député qui n'arrive plus à lire finalement sa fin de son papier. Ces images de novices, d'amateurs, ça leur porte préjudice finalement auprès des Français. C'est le fait, la France a élu un inconnu
qui a drainé et traîné cette question des inconnus. En disant, est-ce qu'ils vont être capables, on va être formés comme ça en 2 jours, il y a eu un manque de formation. Alors, je vais vous raconter quelque chose de vécu par rapport à Mitterrand. Quand Mitterrand a été élu, moi j'étais sur le terrain, parce que je fais partie de la presse présidentielle. Quand est arrivé tous les membres les ministres, non, j'en connaissais aucun. On cherchait, on se disait, alors, c'est lequel là? Et lui, c'est qui? Et lui, c'est qui? On ne savait pas, on ne les connaissait pas. Lequel? Et ben, aujourd'hui, ouais. Macron a amené avec lui des novices. Mais quelle est la différence alors? Des coiffeurs et des toréadors. Quelle est la différence avec avant? C'est qu'aujourd'hui tout est scruté, tout est filmé, justement, et donc il n'y a plus le droit à l'erreur dès qu'il y a quelque chose. Non, pas du tout. Je pense que quand Mitterrand a amené ce 109 à l'Assemblée avec ses ministres qui étaient inconnus, mais qui étaient des professionnels de la politique, lui, Macron, a fait venir des non-professionnels de la politique et des inconnus. Alors ces gens jeunes, sûrement très intelligents, sûrement très motivés, se battent sur 2 terrains. Ils ne sont pas célèbres et c'est pas leur métier. Je voudrais rebondir là-dessus. Alors ils font quoi? Ils tournent en rond comme dans la vallée des poupées à Hollywood. C'est-à-dire ils essaient de faire du bruit, comme c'est ce que vous disiez, pour qu'on parle d'eux. Alors, laissez-leur le temps, je vais dire. Je veux juste très brièvement là-dessus. Le double handicap, de mon point de vue, de la plupart des députés LREM, c'est que non seulement ils n'ont pas d'expérience de professionnels de la politique en étant élus et donc ils font beaucoup de gaffes. Par exemple, d'applaudir chaleureusement quand un des ministres a juste donné l'heure ou ce genre de choses. Oui. J'exagère, l'incident ne s'est pas vraiment produit, mais je caricature pour le coup à peine. Ou alors le fait de ne pas arriver à gérer une séance de vote d'amendement, ou le fait d'avoir une interprétation très personnelle d'un vote à la main levée, ou ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas d'expérience professionnelle, et pour cause, beaucoup viennent d'arriver, mais en plus, ils n'ont même, et c'est une circonstance aggravante, ils n'ont même pas pour la plupart d'expérience militante. Ça aussi, c'est un gros problème. Ce que vous mentionniez tout à l'heure, ils n'ont même pas d'expérience militante. Ce que je veux dire par là, c'est que on aurait fait une sélection au hasard, par tirage au sort, mais plutôt parmi une population de cadres sup, quand même, pour correspondre à la sociologie que ça a donné chez les députés LREM, ça aurait donné à peu près ça. Donc, c'est surtout ce souci-là, c'est-à-dire que quelle que soit la façon de considérer l'expérience politique, ce sont des gens qui n'en ont pas et qui donc multiplient les gaffes simplement parce qu'on a chopé des gens qui sont dans un vivier, qui ont sans doute une expérience de comment ça se passe dans des grandes entreprises, essentiellement dans des grandes entreprises, mais qui, sortis de ces procédures-là, ne savent pas trop comment ça marche et sont rétifs à certaines règles. Rester tard le soir pour bosser à l'Assemblée, par exemple, vous en avez beaucoup qui manifestement ne le font pas et ne veulent même pas le faire. Il faudrait leur expliquer qu'un député, effectivement, ça bosse souvent le soir. Est-ce que du coup leur image comme ça de novice c'est à double tranchant pour les Français? Il y a un côté on est content, on le voulait, on aime bien parce que c'est des nouveaux, ils sont soi-disant donc voilà tout neutre de la politique, tout neuf, et en même temps certains Français pensent qu'en effet ce sont des godillots. Alors vous allez avoir 2 temps, c'est-à-dire qu'effectivement pour l'instant ils ont le bénéfice du doute. Mais est-ce que combien de temps ça va durer ce temps justement à leur laisser? On peut pas tout reprocher non plus, c'est-à-dire que le renouvellement de la vie politique c'était quand même essentiel. Et ça là-dessus c'est une mission qui était remplie. Le Parlement, ça passe par des gens inexpérimentés. Ça passe par des gens inexpérimentés. Voilà. La question à se poser, c'est plutôt où sont les cadres? Où est Richard Ferrand? Où est le secrétaire d'État aux relations Où sont les parrains, entre guillemets, c'est ça? Il manque de formation, de coach, ouais. De coacher. Après, laissons-leur le temps de s'installer. On verra des... Non, mais... c'est un petit peu le cas, en fait, non? Ils ne sont plus à la maternelle, ils ne devraient pas avoir besoin d'être coachés. Ce qui est intéressant... ils sont à la maternelle de la politique, un petit peu quand même, l'impression, en tout cas. Et je rejoins Thomas, c'est qu'on est en fait... Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire qu'on est passé dans une société post-politique. Il n'y a plus de forme de militantisme. Voilà, c'est ça le problème. Vous avez, quand on voit l'état des partis traditionnels, c'est pas si étonnant. Non, mais militantisme au sens large, il n'y a pas que les partis politiques pour militer. Et d'ailleurs, je voudrais dénoncer d'ailleurs à ce sujet, je pense qu'Anne-Claire sera d'accord là-dessus, sur la définition du périmètre du militantisme. Il y a une énorme escroquerie sémantique qui est passée comme papa dans maman, qui consiste à dire « Ah ben voilà, ce sont des députés qui viennent de la société civile ». Pour la plupart d'entre eux, c'est complètement faux. Société civile, ça veut dire quelque chose en sociologie. Ce sont des gens qui ont eu des activités engagées, j'ai bien dit engagées, dans la sphère associative, les ONG, les collectifs, etc. Si vous êtes juste quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique avant, et qui obtient un premier mandat politique, vous êtes juste quelqu'un qui n'avait pas de mandat avant, mais vous ne venez pas de la société civile. Ça n'est pas vrai. Et donc il y a un certain nombre de gens
qui usurpent le ticket. Moi, je viens de la société civile. Non, t'es juste quelqu'un qui n'avait pas de mandat. C'est un élément de langage trop utilisé, on en abuse. Dans le briefing avant, on appelait ça les corps des intermédiaires, candidats à la législative En Marche, LREM, il était clairement écrit qu'il fallait avoir une vie associative, une vie dans la cité. Alors après, c'est dans un des critères. Voilà, c'était un des critères faire le de pointage, sélection. Si vous voulez. Voilà. Après, c'est vrai que le résultat ne correspond pas exactement à l'intention. Mais en tout cas, c'était quand même une intention. Alors, il y a une deuxième chose qui a été dite par l'agresseur. Il a critiqué la couverture médiatique orientée en faveur d'Emmanuel Macron. C'est la faute aux journalistes aussi. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est toujours la faute des journalistes. Mais des fois, c'est vrai. Je voulais terminer quand même sur l'histoire de la politique. On oublie un petit peu que les Français, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, les Français voulaient donner un grand coup de pied, un grand coup de balai, et un grand coup de pied au cul de tous les gens qui étaient là. Le dégagisme. Donc ils l'ont fait. Donc c'est les Français qui l'ont fait par un vote démocratique. Alors on va essayer de respecter ce vote démocratique. Donne-leur le temps de devenir. Vous allez voir que nos enfants, ou dans 5 ans... Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Français qui cognent dans la rue les politiques. Ils vont apprendre. Ils ne sont pas plus cons que nous, ils vont apprendre la politique. C'est ce qu'il faut dire aux Français qui s'énervent et qui se crispent. C'est ça, il faut leur dire laissez-les du temps. Laissez-leur le temps d'arriver. Maintenant, en ce qui concerne... La crispation autour des médias. Voilà, en ce qui concerne les médias... C'est pas nouveau, ça non plus, hein, Thomas. Alors, en ce qui concerne les médias... Ah, là vous êtes plus dubitatif. Non, pas du tout. Je crois, mais c'est pas une attaque, parce que je suis très content des chaînes d'information. Mais le nœud de l'affaire est là. Nous sommes dans un pays, heureusement, où il y a plusieurs chaînes d'information qui se tirent la bourre. Et c'est normal, puisque moi, quand j'étais au Parisien, j'observais, j'allais dire, à la jumelle, le comportement des journalistes de France Soir, qui était mon concurrent direct. Aujourd'hui, il y a plusieurs chaînes d'information. Eh ben, ça finit par faire du dumping. Ça finit par dire... On court au scoop, on court à la petite phrase derrière la petite phrase, c'est ça que vous voulez dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médias, ils polarisent l'histoire. Mais ils ne la créent pas. Et on cristallise aussi. On cristallise. La dictature n'est pas celle des médias, elle est celle de l'urgence. Notamment dans les chaînes info en continu, voilà. c'est ça. Et cette nuance-là fait que... C'est là où on a changé d'époque aussi. Avec les réseaux sociaux aussi. On va donner une loupe monumentale sur quelque chose qui aurait peut-être fait 3 lignes dans le Parisien il y a 20 ans. Oui, enfin l'histoire de Rossi, ça aurait fait 3 lignes dans le Parisien il y a 20 ans. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a l'histoire du temps court, du temps long, puis il y a l'histoire du pluralisme des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait plutôt, à la limite, que d'autres médias émergent et qu'on ait une forme d'accès à l'information qui soit aussi... Excusez-moi, mais on devrait tenir une minute de silence sur la mort annoncée du papier. On est en train de parler des journalistes, mais les journaux meurent. Aujourd'hui, moi qui ai passé 25 ans au Parisien, vous croyez que ça me fait plaisir qu'un patron du luxe soit maintenant propriétaire du journal où j'ai été grand reporter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait exprès. C'est l'économie qui a voulu qu'ils se retournent vers quelqu'un qui a de l'argent pour leur permettre d'exister. Vous avez raison. Alors, d'une certaine façon aussi, il y a une forme le fait que les Français sont de plus en plus... savent décrypter ce qui se passe aussi. Ils connaissent la concurrence. Ils voient très bien qu'il y a une forme de vulgarisation extrême due à la rapidité de traitement de l'information. Et ils connaissent effectivement ces enjeux financiers avec les puissances financières qui sont derrière aussi. Oui, mais la rapidité de l'information, elle a toujours existé. Hein. On va se quitter avec Jean Lassalle parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Jean Lassalle. La France est un grand pays qui a une situation tellement prospère, tellement enviable, avec ses 10 millions de pauvres, ses 10 millions de chômeurs, que nous pouvons nous permettre de nous lancer dans des harangues magnifiques, alors que nous n'avons pas été fichus, Monsieur le Président, de savoir où commencer le pouvoir de l'argent, celui qui corrompt tout, celui qui achète la télévision, celui qui achète le Figaro, celui qui achète Libération, celui qui achète l'Express et l'Obs. Et nous n'avons pas été capables, si vous voulez peut-être, c'est le plus libre de cette humanité. Et le canard, vous en avez